Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc, comme ça a été dit, moi je m'appelle Lise Dacieux, je suis stagiaire postdoctorale à l'Université de Sherbrooke. Je possède un doctorat de sociologie. Donc, on a beaucoup parlé de la sociologie aujourd'hui, la science molle. Donc, je vous laisserai apprécier ce que ça en est, parce que l'approche est quand même assez teintée de sociologie aujourd'hui. Mon projet il s'intéresse en fait à l'expérience et la gestion de la douleur chronique chez les personnes qui consomment des drogues. Donc c'est un projet qui a démarré en janvier 2017. Donc la collecte des données est actuellement en cours, ce qui fait que je vais vous présenter aujourd'hui principalement le protocole de recherche et quelques questionnements. Alors d'abord, le contexte du projet, donc, pour préciser un petit peu plus clairement les termes, ici on parle de douleur chronique, donc il s'agit de douleur physique, hein, on ne va pas toucher tout ce qui est douleur émotionnelle, etc. Et on exclut aussi la douleur liée au sevrage, donc c'est vraiment la catégorie de douleur physique chronique. Donc selon les études épidémiologiques, ces douleurs chroniques, elles seraient 2 à 3 fois plus fréquentes chez les personnes qui consomment des drogues que dans la population générale. Et pourtant, elles sont insuffisamment prises en charge. De nombreuses études pointent des problèmes de prise en charge, principalement parce que les professionnels de santé se montreraient souvent prudents ou méfiants lorsqu'il s'agit de prescrire des médicaments antalgiques quand la personne consomme des drogues. Donc les douleurs de ces personnes-là sont souvent mal reconnues. De plus, cette question des douleurs chroniques des usagers de drogue, elle est actuellement liée à un problème de santé publique qui fait l'objet d'une forte médiatisation. C'est ce qu'on appelle la crise des opioïdes. Alors moi, je dirais plutôt les crises des opioïdes parce qu'il semble y avoir quand même 2 problèmes bien distincts. Le premier, c'est bien sûr celui des nombreux cas de surdose qui sont liés à la présence d'opioïdes particulièrement forts sur le marché de rue. Et d'autre part, un autre problème, c'est celui des cas de dépendance qui sont constatés chez des personnes souffrant de douleurs chroniques. Donc là, il s'agit plutôt de médicaments prescrits. Donc je pensais que cette clarification était nécessaire puisque dans les médias, on a tendance à avoir un petit peu un mélange de ces 2 problèmes-là. Donc notre projet à nous, il va se situer en fait à l'intersection de ces 2 crises, puisqu'on va s'intéresser aux usagers de drogue qui souffrent de douleurs chroniques, et donc on va mettre en œuvre une approche interdisciplinaire entre sociologie et santé publique pour donner un éclairage un peu plus original à ces questions-là. Alors, donc pour ce qui est du cadre théorique, ça va être un cadre théorique en termes de trajectoire de douleur. Donc, trajectoire de douleur, c'est un concept qui a été élaboré par le sociologue Anselm Strauss et qui va inclure en fait l'ensemble des interventions professionnelles et profanes qui sont mises en œuvre pour faire face à la douleur, qu'il s'agisse de l'organisation des soins, de la prise en charge, mais aussi des stratégies de la personne elle-même pour gérer sa douleur. Donc la trajectoire de douleur, elle ne va pas se rapporter uniquement à l'évolution du niveau de douleur ou de son intensité, mais on va aussi s'intéresser à la manière dont les usagers de drogue gèrent leur douleur au quotidien, notamment avec l'aide de leurs pairs, et également à leur parcours de prise en charge de la douleur. Donc on a 2 questions de recherche qui sont complémentaires. Comment la consommation de drogue va influencer les trajectoires de prise en charge et de gestion de la douleur, et inversement, comment la douleur va avoir une influence sur les consommations de drogue. On va envisager la trajectoire de douleur à travers 3 thématiques de recherche que je vais détailler juste après. Donc la première, c'est l'expérience de la douleur. La seconde, c'est la gestion de la douleur en dehors du système de santé, donc notamment au moyen de drogue ou de médicaments obtenus dans la rue. Et enfin, la prise en charge médicale de la douleur chez les personnes qui consomment des drogues. Alors, la première thématique qui porte sur l'expérience. Donc, je vais détailler un petit peu les sous-questionnements qu'on se pose et l'approche qu'on a l'intention d'utiliser. Donc, on va s'intéresser
aux expériences de la douleur spécifiques aux usagers de drogue. Donc là, je m'appuie principalement sur des travaux en anthropologie qui ont observé en fait que la perception du niveau de douleur, les manières de ressentir et d'exprimer la douleur vont se construire différemment en fonction des appartenances culturelles et sociales des personnes. La douleur, elle ne se limite donc pas à une donnée biologique. Par exemple, on peut citer les travaux de Yann Benoît, qui est anthropologue de la santé, et qui a montré que chez les personnes vivant dans la rue, il existe souvent une culture de la robustesse du corps, une culture de la résistance à la douleur, qui va engendrer l'absence d'expression de la souffrance et souvent des recours tardifs aux services de santé. Donc, on va chercher à comprendre quels sont les rapports à la douleur, les habitudes de gestion de la douleur qui sont spécifiques aux personnes qui consomment des drogues. Et ça va nous aider, j'espère, à saisir comment la douleur interfère avec les consommations et aussi comprendre les absences ou les demandes de soins, enfin un petit peu les modes de recours de ces personnes-là. Alors la deuxième thématique, elle porte sur les différentes techniques de gestion autonome de la douleur, avec un focus sur l'automédication de la douleur au moyen de drogues ou de médicaments consommés hors prescription. Donc ce projet, il propose d'aborder l'automédication non pas comme une conduite purement individuelle, mais plutôt comme une pratique qui est intégrée dans des dynamiques collectives de transmission de savoir et de connaissances entre pairs. Donc, on va porter une attention aux savoirs expérientiels sur lesquels ces pratiques peuvent reposer. Étant donné que l'automédication de la douleur peut impliquer l'utilisation de drogues et de médicaments opioïdes, notre approche, elle va aussi chercher à comprendre son impact sur les consommations et sur le rétablissement de la dépendance. On va également essayer de comprendre l'articulation entre l'automédication et la prise en charge et l'articulation entre l'automédication et les consommations récréatives. Enfin, dernière thématique, donc on va s'intéresser à l'expérience des usagers en termes de prise en charge de la douleur dans les services de santé. La littérature constate, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses difficultés pour faire reconnaître les douleurs pour obtenir un traitement médicamenteux qui serait satisfaisant pour les personnes. Donc ces problèmes, ils semblent révéler une difficulté d'obtention du statut de patient douloureux, puisque ces personnes-là, elles vont être régulièrement reléguées au statut de drug-seeking addicts, donc de personnes en recherche de drogue, de toxicomanes en recherche de drogue. Donc pour faire un petit point, la notion de statut telle que je l'emploie ici, elle est en fait issue de la sociologie interactionniste et elle va désigner en fait une position sociale qui est assignée par les professionnels de santé au cours des interactions de soins et qui va avoir un impact ensuite sur la trajectoire de la personne dans les services de santé. Donc les deux statuts, toxicomane et patient douloureux, sont souvent jugés incompatibles par les soignants et ça ne va pas favoriser l'accès au traitement de la douleur, enfin, en tout cas on peut le supposer. Donc en reconstituant ces trajectoires de prise en charge des usagers de drogue concernant la douleur, ce projet il va essayer de fournir des réflexions pour améliorer l'accès à une reconnaissance de la douleur et l'accès à sa prise en charge. Alors, pour ce qui est de la méthode, donc c'est une recherche qualitative par entrevue semi-dirigée auprès de consommateurs, principalement d'opioïdes, de cocaïne, mais aussi polyconsommateurs, qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, on a prévu 30 entrevues de 60 minutes environ, chacune. Le va se faire dans les organismes communautaires en réduction des méfaits à Montréal et également parmi les répondants à la cohorte Saint-Luc, donc une cohorte d'usagers de drogues injectables, une cohorte prospective. L'analyse des entrevues se fera au moyen de la méthode comparative continue en théorisation ancrée, donc là je vais vous passer les détails. Et il est également prévu une mise en commun des résultats de ce projet-là avec une étude quantitative qui est en cours sur la douleur chronique chez les personnes qui consomment des drogues, donc qui est menée par Manon Chouanière et Jean-Luc Caboret au CHUM. Alors, pour conclure, je vais vous donner quelques pistes d'analyse puisque actuellement la collecte des données est
a commencé, mais c'est quand même trop tôt pour annoncer des résultats. Mais après les premières entrevues, on a quand même quelques pistes qui se dégagent. Donc un premier constat qu'on peut faire, c'est que les personnes les plus vulnérables, notamment par exemple les travailleuses du sexe ou les personnes sans domicile, vont elles semblent en tout cas avoir de multiples problèmes de douleur. Et c'est peut-être soit des douleurs chroniques qui sont liées à un accident par exemple ou un problème de santé, soit des douleurs qui vont être récurrentes et qui vont s'additionner et qui vont avoir plusieurs causes différentes. Pour certains, c'est vraiment un mode de vie qui expose particulièrement à la douleur. Les douleurs récurrentes ou persistantes, elles s'expliquent parfois par des difficultés de prise en charge des problèmes de santé. Par exemple, souvent les personnes ne vont pas aller à l'hôpital par crainte de ressentir des symptômes de sevrage ou par crainte d'être mal reçues. Ou simplement parce que ce n'est pas la priorité pour eux à ce moment-là. Donc un problème bénin va quelquefois pouvoir s'aggraver ou s'additionner à d'autres et provoquer des douleurs multiples. Donc ce qui me semble important ici, c'est qu'il ne semble pas s'agir uniquement d'un problème d'accès au soulagement de la douleur, mais aussi d'un problème plus général d'accès aux soins qui va aussi provoquer des douleurs. On constate également un entrelacement entre la gestion de la douleur et des consommations récréatives. Les deux vont vraiment souvent être mélangés. Les personnes ne vont pas toujours faire une distinction claire et une même substance peut être consommée simultanément pour ressentir du plaisir et pour soulager des douleurs. Et enfin, dans plusieurs entrevues, des personnes manifestent un désir d'avoir un meilleur accès à des solutions non médicamenteuses pour soulager les douleurs, comme par exemple la physiothérapie. Les médicaments, finalement, y compris les opioïdes, ils ne sont pas toujours considérés comme des solutions satisfaisantes sur le long terme et les personnes vont aussi mettre en avant d'autres possibilités. Donc, il n'y a pas que l'accès aux médicaments, finalement, il y a aussi d'autres choses qui ressortent des entrevues. Voilà, tout ça c'était pour des pistes d'analyse qui ne sont absolument pas des résultats définitifs. Merci. Merci. Et bien sûr, je remercie l'équipe de recherche ainsi que les organismes communautaires qui ont participé et qui participent encore à la collecte des données. Oui, Léa Frédéric pour le CRAN. J'aurais aimé ça vous entendre sur la possibilité. En fait, nous, au CRAN, on a offert des services d'acupuncture aux usagers qui viennent au CRAN, qui nous disent consommer des opioïdes, mais aussi souffrir de douleurs. Donc, dans les pistes d'analyse que vous avez nommées, il y a les non médicamenteuses, il y avait la physiothérapie, mais est-ce que vous allez faire parler les gens sur leur expérience, par exemple, d'acupuncture ou d'autres expériences non médicamenteuses comme ça? Je pense que c'est une piste à développer en effet parce que c'est des choses qui ressortent d'elles-mêmes, des entrevues. Finalement, les gens sont en demande de ce genre de service-là. Donc, ceux que j'ai vus pour l'instant, ils n'ont pas forcément une expérience, mais ils aimeraient y avoir accès. Alors, quelquefois, il peut y avoir aussi des barrières financières qui les empêchent de pouvoir avoir ce genre de service, mais vraiment, enfin, encore avec des pincettes, hein, parce que c'est le début, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui les intéressent.